Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, ravi de vous retrouver. Au programme ce soir du basket, du rink hockey, mais on parlera également rugby avec nos invités et chroniqueurs. 85 Chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, gros chapitre basket, je vous le disais, avec des résultats mitigés d'abord pour le RVBC et Chaland, mais surtout la belle opération des Sablés ce week-end. Et ensuite, nous recevons sur notre plateau, on va parler rugby avec Jérémy Luçon, l'entraîneur du FCY, et Axel Poulain, chargé des partenariats, mais également coach de l'équipe B. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec nous, pour parler rugby, ce soir, la première d'Antoine Judith, notre nouveau chroniqueur rugby. Bonsoir Antoine. Bonsoir Paul. Alors, première, comme tu es aussi dans notre équipe de pigiste, c'était pas vraiment ta première, c'est la première sur le plateau. Voilà, c'est ça. Première en plateau. Première en plateau, mais pas première à TV Vendée. Et puis à côté de toi, Baptiste. Bonsoir Baptiste, chroniqueur handball. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Et puis on parlera ensuite, vous l'avez compris, on va parler handball, on va parler rugby, un petit mot de rink hockey avec un choc de haut tableau en National 1. Et puis évidemment un tour d'horizon de tous les résultats et tous les classements du week-end, notamment en football. Très intéressant ce qui s'est passé ce week-end. Et puis avant de parler rugby, je vous propose qu'on commence par du basket. En Élite 2, Chaland, lanterne rouge du championnat, recevait un club du haut de tableau pour la 21e journée d'Élite 2. Et en attendant le retour de Sébastien Lambert, les Chalandais sont dirigés par l'assistant Miguel Relais et Maxime Bureau, l'entraîneur de l'équipe Espoir. Et le début de rencontre est encourageant pour les Vendéens, porté par Roger Moutabidias. Ils rivalisent dans les premières minutes et les deux équipes sont à égalité après 4 minutes de jeu. Mais progressivement, Antibes hausse le ton, trouve de l'adresse et prend le contrôle du match et du score et vire en tête à la fin du premier quart-temps, 21-13, déjà un petit retard pour les Chalandais. Et dans le deuxième quart-temps, Chaland va peiner à suivre le rythme, même s'il envoie des belles actions collectives de la part des Chalandais. Et les visiteurs vont dérouler et creuser l'écart avant la pause. Antibes compte déjà 17 points d'avance, 48-31 en faveur des visiteurs. Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas. Antibes continue d'imposer sa loi, accélère encore et profite de la maladresse vendéenne en face pour accentuer son avance. Si bien qu'à l'issue du troisième quart-temps, l'écart fait un petit peu mal à la tête pour les Chalandais. 25 points de retard, 69-44. Et dans le dernier quart, les Chalandais vont tenter de réagir et vont concrétiser quelques belles situations comme celle-ci. Mais face à une équipe d'Antibes plus solide, plus efficace surtout, ça reste insuffisant. Les visiteurs maîtrisent la fin de rencontre et s'imposent donc largement. 67-91, la plus lourde défaite de la saison pour les Chalandais. On écoute les acteurs du match au micro de Thibaut Grasset. On n'est pas du tout dans ce qu'on veut faire. Dès le début, on n'a pas été dedans. On a eu des bonnes séquences, mais qui duraient très très peu de temps, ce qui fait qu'on laisse s'installer cette équipe d'Antibes. D'entrée de jeu, on est parti sur un match offensif. Voilà, cette équipe d'Antibes, oui, elle a des individualités très fortes. 20 passes décisives, je pense que c'est le record peut-être de la saison. À partir du moment où on n'est pas dans l'intensité sur ces actions défensives-là, on ne peut pas imposer notre jeu. Et on ne peut pas faire ce qu'on a fait au HTV très très bien, c'est-à-dire relancer, courir, leur imposer un repli constant. Dès la première seconde jusqu'à la dernière, on a été en retard quasiment sur toutes les situations défensives. À partir de là, on n'impose rien dans le jeu et on subit cette équipe d'Antibes qui, elle, déroule. Mais elle a déroulé tout le match. Cela ne donne pas une image réaliste de notre équipe. Je pense que nous avions fait un bon boulot les 2 dernières semaines, quand nous avions joué contre Vichy et hier Toulon. Nous nous attendions à produire un meilleur jeu dans ce match. Si nous avions mieux défendu et bloqué leurs rebonds, nous aurions pu courir et jouer plus vite. Dès la première minute du match, nous n'avons pas trouvé le rythme. On avait l'humilité de reconnaître que Chaland est beaucoup mieux ces derniers temps. Il passe près même à Toulon contre les bonnes équipes. Il y a beaucoup de positifs dans ce match. Après, j'espère pour Chaland, ils ne vont pas baisser le bras parce qu'il manquait un élément important ce soir, un joueur. Et on les a pris par le bon bout. Je pense que on a abordé ce match comme un match de play-off et il était très important pour nous. Mais Chaland, je pense qu'ils ont montré un très bon visage ces derniers temps. Et la saison reste longue, donc il n'y a pas de raison.
Et donc au classement de ce championnat d'élite 2, vous allez le voir, Chaland reste bon dernier, lanterne rouge de ce classement, bloqué toujours au compteur avec une seule victoire, 5 de retard désormais sur Quimper et 6 sur Évreux, premier non relégable. Ça commence à être un petit peu compliqué pour les Chalandais, forcément avec une seule victoire. Toujours en basket, mais cette fois chez les féminines du RVBC, 16e journée de Wonder League. Et La Roche-Vendée Basket recevait Bourges. Le début un petit problème au début, mais c'était bien Bourges en face. Le début de match est difficile pour les Lyonnaises, sanctionnées sur leur perte de balle. Bourges prend rapidement l'avantage pour mener à la fin du premier quart-temps 21-14. Les Vendéennes vont réagir avant la pause, portées par Laetitia Saillé, et rentrer au vestiaire avec un écart similaire, 8 points de retard, 41-33. Et puis vous le voyez au retour des vestiaires, La Roche s'accroche et va revenir à 6 longueurs. Mais Bourges accélère et décide dans le dernier quart-temps de compter presque jusqu'à 14 points d'avance. Et Duissy Landrum relance le suspense en fin de match. Vous le voyez, moins 7 points, mais les Lyonnaises ne vont pas réussir à renverser la situation et renverser la vapeur. Victoire finale pour Bourges, 83-74. Et donc vous allez voir au classement de Wonder League, les Lyonnaises restent 8e et en dehors de la zone de playdown, avec une petite avance sur Lyon et Toulouse qui ont fait des bonnes opérations ce week-end. Et puis vous les voyez, leur adversaire du jour qui sont devant. Deuxième, forcément, au classement. En National 2, le Smash, toujours chez les féminines, poursuit son excellente saison avec une large victoire 89-63 contre Anglette. Et aussi à noter l'équipe Espoir du RVBC qu'on voit la 8e, qui s'est également imposée pour sa deuxième victoire de la saison, et cette fois contre les Espoirs de Toulouse, 79-71. Dernier match de basket, ensuite on va parler rugby, c'est avec les Sablés en National 1 masculine, 22e journée de National 1. Les Sablés qui accueillaient Fougères à l'Arena des Sables-d'Olonne, le deuxième du championnat pour un choc dans la course au top 7. Et dès le début du match, les Vendéens vont imposer leur rythme directement et prendre la mesure de leurs adversaires. Le premier quart-temps est animé, les Sablés prennent un léger avantage, 26-20. Et c'est dans le deuxième quart-temps que les Sablés vont vraiment faire la différence et vont maintenir la pression sur leurs adversaires du jour. Et Fougères va tenter de recoller, porté par un Romain Dardenne en grande forme, vous allez le voir. Encore à 3 points pour lui. Mais les Sables vont rester solides et vont rentrer au vestiaire avec une avance assez confortable. 56-45 avec une première mi-temps assez prolifique entre deux belles équipes de ce championnat. Et donc au retour des vestiaires, vous voyez plus 11 donc pour les Sables, et au retour des vestiaires, le scénario va changer. C'est Fougères qui va accélérer et les Sables qui vont connaître un passage à vide, ce qui va permettre en fait à leurs visiteurs de reprendre le contrôle du match et aussi du score, puisque pour la première fois de la partie, ils vont remporter ce troisième quart-temps et repasser devant 71-68, plus 3 pour les visiteurs. Mais dans le dernier quart, les Sables retrouvent leur caractère et surtout leur efficacité, et grâce à une défense solide, ils vont reprendre le dessus et finir par s'imposer 90-85. Une victoire qui fait du bien au moral et au classement, vous allez le voir tout à l'heure pour les Sablés, qui mettent fin à la série de 6 victoires consécutives en face de leur adversaire du jour. Et puis à souligner la performance de celui que vous voyez à l'écran, Saël Moury avec 24 points, et celle, on l'a vu tout à l'heure, de Romain Dardenne, lui pour Fougères, avec 29 points. Je vous propose qu'on regarde ce classement, qu'on écoute avant tout les coachs et le Saël Moury qui a fait un super match ce week-end. Ouais, c'est une belle victoire, c'était un adversaire qui nous réussissait pas énormément. Et puis ça faisait 2-3 matchs qu'on n'était pas sur ce qu'on voulait faire ici à l'Arena. Donc voilà, très content d'avoir pris ce soir. Et puis ça nous le relance vraiment pour le top 7. Maintenant on a encore 2-3 finales à jouer. Je tire mon chapeau au poste 3, 4, 5. Aujourd'hui on a vraiment essayé de jouer pour les arrières. Et ils avaient un rôle ingrat et ils ont vraiment été très très bons dans l'investissement. Donc je voulais les remercier. On sortait d'une bonne victoire à Val-de-Seine. C'est vrai qu'à l'aller... on avait pris 20 points contre Fougères, on avait à cœur de se relever et de prendre une revanche. Je pense qu'on a mis les éléments pour gagner. Au final, on repart avec la victoire et voilà, on avait l'objectif d'aller dans le top 7. Pour l'instant, on y est et on va continuer. Au scoring, c'est ma meilleure performance. Après, voilà, je pense que c'est beaucoup de confiance. Je suis arrivé avant le match en me disant que peu importe ce que je faisais, si je loupais ou je ratais, je passais à autre chose. Et voilà, j'ai eu la chance de mettre dedans. Je travaille beaucoup à l'entraînement cette semaine, donc voilà, ça a payé et j'espère que ça va continuer à payer. C'est une des fois où il y a eu le plus de monde. Franchement, ils nous ont vraiment aidés. Et voilà, ça aide. Quand on met des 3 points et que toute la salle est derrière nous, ça nous donne envie d'en marquer un autre. Et voilà, franchement, c'est cool et j'espère qu'ils reviendront encore. Je pense qu'on perd surtout ce match-là en première mi-temps.
On a été à réaction ce soir. On a mis du temps à trouver notre rythme et on n'est pas dans nos standards défensifs. On a tenté beaucoup de choses ensuite, on s'est adapté. Alors, on a eu le mérite de ne pas lâcher, de s'accrocher et de revenir. On gagne le 3e quart-temps. Mais je pense qu'à la fin, on perd aussi parce qu'on a lâché trop de gomme pour revenir. Et puis il faut aussi savoir reconnaître la supériorité de l'adversaire ce soir. Et donc je vous le disais, au classement de cette poule de National 1, grâce à cette belle victoire, les Sablés restent dans le top 7, à la 7e place. Il reste encore 4 matchs aux Sablés sur cette phase aller pour aller chercher la poule haute, qui permettra pourquoi pas d'aller rejoindre, on leur souhaite, Chaland en Élite 2. Et puis un cran en dessous, en National 2, Montaigu s'est imposé 77-70 contre Rezé et reste donc 7e également au classement. Avec 23 points, vous le voyez, ils sont tout proches du top 3 et du podium à seulement 2 points. On va parler maintenant rugby, Antoine. On va parler avec nos invités du jour du FCY. Alors, petit rappel sur le début de saison, le club est actuellement 7e avec 40 points, mais vous avez un match en retard. Question toute simple, est-ce que vous êtes satisfait, Jérémy, de cette première partie de saison ? Alors on va dire que sur la première partie de saison, on va dire sur les fins des matchs allés, oui. Parce qu'on est 3e au classement et sur notre feuille de route, on est très bien. Et puis c'est vrai que là, sur le mois de janvier, on va dire un peu moins parce qu'on a 2 défaites d'affilée. Et c'est vrai qu'il faut qu'on puisse regagner assez rapidement pour pas laisser partir les concurrents directs devant, quoi. Et puis normalement c'était des blocs de 3 matchs. Exactement. Et il y a eu ce match reporté donc, de Casteljaloux qui était premier, qui est toujours premier je crois. Non, il doit être deuxième. Deuxième, ouais. Ouais. Donc il y a ce match là aussi qui fausse un peu pour vous ce mois de janvier. Ouais, bien sûr, on doit être 6 équipes, donc les équipes on va dire du Grand Ouest qui n'ont pas pu jouer dû à la neige. Et donc forcément ça fausse un peu et c'est vrai qu'on aurait aimé recevoir Casteljaloux à ce moment-là pour pouvoir, c'est toujours bien de recevoir une équipe qui est première au classement, juste après les fêtes, avec un gros déplacement pour eux. Nous on était prêts pour ça, et au final, ça a un peu annulé nos plans, donc on les recevra plus tard. Il y a 9 points d'écart entre vous, donc, qui êtes actuellement 7e avec le match en retard, et les premiers, ce qui est très rare, une densité assez importante. Quand on regarde les autres poules, il y a plutôt 15, 20, voire plus de points d'écart entre le premier et le 7e. Comment expliquer cette poule très dense, où on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde finalement ? C'est exactement ça. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Il y a vraiment le fait des matchs domicile-extérieur. C'est-à-dire qu'il y a peu d'équipes qui gagnent à l'extérieur. C'est plus facilitant de gagner chez soi. Donc c'est pour ça que nous, la dernière défaite à domicile nous fait mal contre Castillon. Et que vous meniez qu'on mène 30 à 15 à la mi-temps. Donc c'est un peu dur. Mais c'est vrai qu'elle est super, super homogène cette poule. Et ce qui fait des bons matchs tous les week-ends et qu'il ne faut pas baisser le pied parce que sinon derrière on se retrouve sur des situations comme on l'est aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça met un peu la pression, mais c'est plutôt cool à vivre. Et ce qui change par rapport à l'année dernière, vous alliez plutôt sur la région parisienne, là vous allez plutôt sur la région autour de Bordeaux, dans le sud, sur une vraie terre de rugby. Dans quelle mesure ça peut changer les matchs que vous avez justement à disputer ? Alors, une vraie terre de rugby, je sais pas, c'est leur rugby à eux, ça c'est sûr. Terre historique du moins. Voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est totalement différent de vivre des matchs comme on les vivait l'année dernière sur une poule parisienne avec un état d'esprit totalement différent. Et puis d'arriver, comme on l'a dit, peut-être avec une histoire un peu plus importante dans le sud-ouest, avec ces guerres un peu de clochers qu'il peut avoir et puis cet aspect de territoire très important pour ces clubs-là. Et donc quand ils nous reçoivent, on est un peu la grosse ville qui arrive et forcément ils ont envie de nous montrer que la petite ville et la petite commune est capable de rivaliser, quoi. Au niveau quand même des stats cette saison, il y a un truc que je trouve intéressant, 4e meilleure attaque, 2e meilleure défense, Baptiste Jaunet est 3e meilleur marqueur. Vous êtes dans les meilleures équipes dans ces statistiques-là et pourtant c'est vrai qu'on vous retrouve 7e au classement, comment vous l'expliquez ? Justement parce qu'on l'a dit, la poule est très très dense, c'est qu'on n'est pas trop loin de ce qu'on doit faire, c'est qu'on est dans la vérité. Maintenant, je pense qu'on manque de réalisme,
offensivement, c'est-à-dire que Baptiste qui marque beaucoup de points, c'est parce qu'on marque beaucoup de pénalités. Je pense qu'on doit être un peu plus acteur offensivement pour marquer plus d'essais qu'on ne le fait aujourd'hui, quoi. Parce que pour le match de Castillon, par exemple, on franchit beaucoup, mais on marque peu par rapport au nombre de franchissements qu'on a, donc on doit avoir plus de continuité dans le jeu pour pouvoir être plus efficient justement sur cet aspect-là offensif où je trouve qu'on est un peu, on est encore perfectible. Avec ce week-end un déplacement à Bazas, qui est, on peut dire peut-être un concurrent direct, du moins qui est juste devant vous au classement. À quoi vous attendez ce week-end, en sachant que c'est une reprise de bloc également, vous n'avez pas joué le week-end dernier? Comme on l'a dit, ça va être compliqué, parce que voilà, on sait que ces équipes-là sont attachées à leur territoire, vont nous accueillir avec une certaine envie de nous montrer qu'en tout cas chez eux ça sera compliqué. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, il y a 2 ans, on était dans cette poule-là aussi et on avait été jouer à Bazas et ils inauguraient leur club, on avait gagné là-bas. Ça avait mis un peu le coup de froid, donc je pense qu'ils ont... potentiellement, mais ça nous va bien parce que nous aussi on est revanchards de notre match de Castillon. Il y a des petits nouveaux dans cette poule, c'est les Sables, autre équipe vendéenne qui a réussi à monter en Fédéral 2. Il y avait eu un derby disputé dans des conditions... sympathique. Voilà, à la rue de Lierre que vous aviez gagné. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous, si ça change quelque chose pour vous, comme ça, d'avoir une deuxième équipe vendéenne à affronter? Déjà sur le premier aspect, c'est que c'est bien pour le territoire vendéen que le rugby puisse monter avec d'autres équipes. La ferveur que ça peut mettre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut toucher 2-3 000 personnes sur un match comme ça, donc c'est exceptionnel pour un territoire qui n'est pas trop rugby. Donc ouais, non, c'est des bons moments, c'est positif, j'ai envie de dire, sur le rugby dans notre territoire. Et puis sur la deuxième partie de saison, ça va être quoi l'objectif en termes de classement? On reste sur nos objectifs de base, c'est-à-dire que notre feuille de route c'est d'être 3-4e pour recevoir le match de barrage. Donc voilà, tout est jouable, tout est faisable. Bien au contraire, c'est plutôt super appétissant de voir ce qui arrive devant nous, quoi. Je propose qu'on regarde le classement. Justement, on en parlait tout à l'heure. La Roche qui est donc 7e avec 40 points, juste derrière ce top 6, mais avec un match en moins. Et puis il y a un petit écart qui s'est creusé parce qu'on le voit entre La Roche et Lormont, on a 3 points d'écart, mais par contre entre La Roche et les Sables, on a déjà 11 points d'écart. Donc va falloir aller dans ce top 3-4 en fait, c'est ça l'objectif là? Clairement, c'est 3-4, c'est notre objectif. L'année dernière on était 6e, cette année on souhaite être 3-4. Ouais. En sachant que le format fait que les 2 premiers sont directement qualifiés dans des 16e de finale. Il y a ce match de barrage du coup, quand vous êtes 3 ou 4e, vous recevez un 5e et un 6e d'une autre poule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter en Fédéral 1, il faut être en quart de finale de ce classement-là. Donc voilà, il y a du chemin à faire. Et ça peut être une phase finale d'ailleurs très longue si vous arrivez à aller loin. Cette saison. Bon, on va faire une petite parenthèse. On va parler de rink hockey avant de revenir au rugby tout à l'heure. 11e journée de National 1 et dernière journée surtout de la phase aller. La Vendéenne, leader invaincu, recevait Saint-Omer, le dauphin du championnat, pour un choc au sommet. Dès le début, les 2 équipes se répondent coup pour coup. Et puis Saint-Omer va frapper très rapidement. 2e minute, les visiteurs vont ouvrir le score. Et puis... juste après, ce sont les Vendéens qui vont, après plusieurs occasions, ramener à égalité. Alors que là, vous le voyez, un pénalty bien stoppé. C'est Nathan Jefflot, le capitaine, qui va ramener son équipe à un partout, avec un duel très serré. On a des occasions de part et d'autre, vous le voyez. Et donc à la mi-temps, on a un partout entre les 2 équipes du haut de classement. À la reprise, c'est Saint-Omer qui va reprendre l'avantage directement à la 27e minute. Et puis derrière, les Lyonnais vont pousser pour se créer plusieurs occasions. On aura notamment ce penalty bien arrêté par le gardien visiteur. On aura ensuite plusieurs grosses occasions et puis un poteau. Mais ça ne rentre pas pour les Vendéens, pour les Lyonnais. Vous voyez là le poteau. Et puis le match qui va s'intensifier dans les dernières minutes. L'équipe, les Rouges et Noirs, vont tenter un peu le tout pour tenter d'aller égaliser. Et ils vont même jouer en surnombre en faisant sortir leur gardien pour tenter d'aller marquer ce 3e but du match. Mais finalement, ce sont le 4e but du match plutôt. Et finalement, ce sont donc les visiteurs Saint-Omer qui vont inscrire ce 4e but et leur 3e but pour aller sceller cette victoire 3-1. Première défaite cette saison pour la Vendéenne qui perd sa place de leader au profit de son adversaire du soir, Saint-Omer. Je vous propose d'écouter les interviews au micro de Thibaut Grasset. On a réussi à les battre avant les vacances, donc on savait qu'ils allaient venir plus méfiants, on va dire, avec d'autres intentions.
Je pense qu'ils ont fait un bien meilleur match qu'en décembre. Voilà, on est tombé sur un très bon gardien en face. Je pense qu'on fait un bon match dans l'ensemble, mais ouais, on a raté beaucoup l'occasion. Leur goal fait un très bon match. On n'a pas eu cette petite chance, mais je pense que c'était un très beau duel. Le bilan est très positif sur la première partie de championnat. On est en tête. Évidemment, il reste énormément de matchs, des déplacements compliqués. Voilà, l'objectif, c'est de rester en haut du classement. Là, maintenant, on est à égalité avec Saint-Omer. Il faudra qu'on aille là-bas, voilà, à la dernière journée. On ne sait pas ce qui se passera d'ici là, mais voilà, prendre match après match, il reste beaucoup de matchs compliqués, mais on a les moyens de faire de belles choses. Cette semaine, on a eu 2 joueurs absents. Thibaut qui est malade, Thibaut Gaucher, depuis toute la semaine, il a la grippe. Un autre joueur, Neri, qui n'a pas pu être là parce qu'il était sur blessure, il a dû rentrer au Portugal pour des problèmes de famille. Il est revenu, ça fait que le groupe il était un peu instable. De mon côté, je pense que tout le monde on va perdre des points sur la deuxième phase, mais il faut qu'on soit solide à regagner notre place du haut du tableau. On savait que ce serait compliqué, on avait perdu ici en coupe en faisant une assez mauvaise première mi-temps sur le plan défensif. On a corrigé ça. Et par contre, je trouve qu'aujourd'hui, oui, on a été bien meilleur. On a eu, je pense, la possession de balle aussi. C'était quelque chose qu'on souhaitait mettre en place. On ne s'est pas trop découvert et voilà, on a réussi à ouvrir le score. Et quand on est devant au score, c'est évidemment plus facile. Je vous le disais, du coup, on va regarder le classement de ce championnat de National 1 Élite. La Vendéenne qui était invaincue et qui était premier de ce championnat, qui passe deuxième à égalité de points avec Saint-Omer, qui leur passe donc devant. Et puis le Poiré qui continue de sa remontée au classement et qui passe sixième. Et puis un petit mot sur l'histoire du club, l'histoire de la Vendéenne, qui fête cette année ses 70 ans d'existence et qui va les mettre à l'honneur tout au long de cette année 2026. Je vous propose qu'on écoute justement. Ce que le club a voulu faire, c'est pendant tous les matchs qu'on va faire à domicile cette année jusqu'au mois de septembre, la date d'anniversaire du mois de septembre, on invite tous les anciens joueurs qui ont fait partie du club de la Vendéenne. Je pense que comme tous les clubs ici en France et de partout, ça démarre avec des amateurs, on est tous amateurs. Et à petit, voilà, les clubs qui se forment avec des championnats, avec des titres qui ont gagné. La Vendéenne a gagné pas mal de titres depuis ses 70 ans. Ma carrière s'est composée de 4 titres de champion de France, plusieurs sélections en équipe de France. Et j'ai passé effectivement des moments très agréables dans une équipe, on était une équipe de copains, où il y avait beaucoup de complémentarité. Cette discipline, et la Vendéenne, notamment à La Roche-sur-Yon, est une école de la vie. Il y a l'aspect sportif, certes, mais il y a l'éducation des adolescents. Et ça, c'est très important. Pardon. Et on va passer au football, puisque ce week-end se disputaient les matchs en retard. Parce qu'on a eu pas mal de matchs en retard, on en parlait tout à l'heure au rugby, dû à la neige, match en retard, annulation il y a 2 semaines. En National 2, La Roche qui fait la belle opération du week-end, qui reprend la place de leader à Bordeaux avec 3 points d'avance après sa belle victoire 4-2 contre Granville. Deuxième défaite consécutive en revanche pour les Herbiers après leur superbe victoire il y a 2 semaines contre Bordeaux. Ce week-end, ils se sont inclinés 3-2 contre Avranches alors qu'ils menaient 2-1. Ils ont encaissé 2 buts dans les dernières minutes. Défaite frustrante qui les ramène donc à 8 points des Lyonnais qui sont premiers au classement. Et puis un mot rapide pour Antoine Quériou, défenseur du VHF des Herbiers qui est transféré à Boulogne-sur-Mer, club de Ligue 2. Donc un grand pas pour lui, mais il terminera bien la saison en Vendée. En National 3, on avait 3 clubs vendéens qui jouaient, dont un derby. Fontenay et la Châtaigneraie qui se sont séparés sur un match nul de partout, alors que les Châtaignerésiens gagnaient 2-0 à la mi-temps, qui sont donc deuxième, et puis Chaland toujours avec ce match en retard et un point en retard sur l'Union Foot Touraine, et le Poiré troisième qui voit Nantes revenir à égalité, puisque les Nantais, la réserve des Nantais ont gagné 1-0 contre les Sables et comptent toujours un match en retard. En division 3 féminine, La Roche qui a fait une belle opération ce week-end, puisqu'ils ont fait match nul contre les leaders Roubaix et qui donc remonte à la 6e place au classement avec 17 points. Roubaix toujours invaincu dans cette poule de 3e division. Parlons handball à présent avec le club de La Roche, le RVHB, et notre chroniqueur en plateau, Baptiste Mingour.
un nouveau venu dans l'équipe, Baptiste. Tu nous proposes ce soir à faire un petit point sur la saison du RVHB qui a connu une longue trêve hivernale, pas de match durant 2 mois et surtout le retour à domicile, c'était mercredi dernier, le premier depuis le 1er novembre. Ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus à La Roche-Lyonnaise. Tout à fait, Paul. Oui, La Roche qui retrouvait ce week-end sa salle à domicile, tu l'as dit, pour la première fois depuis un moment. Elle qui restait sur 2 victoires consécutives à l'extérieur contre Besançon, 29-24, et Nîmes, 33-32. Elles accueillaient l'équipe de Rennes Saint-Grégoire, 3e au classement. Une équipe qui avait montré sa qualité aux Lyonnaises lors de la première partie de saison, mais les Rouges et Blanches ne sont pas retombées dans le piège. Le début de la rencontre est très accroché. Les 2 équipes se rendent coup pour coup. L'écart ne monte pas au-dessus des 2 à 3 buts. Et côté lyonnais, c'est la base arrière qui se fait remarquer en première période. Pourtant, le début du second acte est plus compliqué. L'écart grimpe un peu, mais les joueuses d'Ophélie Charbonneau ne sont pas résignées et reviennent progressivement dans la partie. Résultat, en 7 minutes, on passe de 5 à 2 buts d'écart. Mais Rennes gère bien sa fin de match et le RVHB doit finalement s'incliner 30-32. Une défaite d'une courte tête, mais un match très encourageant pour ces lyonnaises qui ont montré qu'elles pouvaient rivaliser avec les meilleures formations du championnat. Et puis petite précision, les images que vous avez vues à l'écran, c'est pas du tout ce match-là, c'était juste des images d'illustration, c'était des matchs précédents. Et puis on va le voir donc au classement, les Lyonnaises qui restent 6e, tu le disais Baptiste, grâce à, après cette défaite, mais leurs 2 belles victoires en début d'année avec 18 points. Est-ce que tu peux Mickaël Jeff, nous envoyer le classement? Donc La Roche, on l'a vu 6e avec 18 points. C'est une bonne saison pour le RVHB, Baptiste. Tout à fait, c'est une saison d'ailleurs assez particulière pour le club, car on le rappelle, ils ont obtenu leur accession en 2e division professionnelle en fin de saison dernière, après le désistement du club de Côte-Basque qui avait terminé premier de sa poule. C'est tout simplement une première pour le handball vendéen et c'est une équipe qui, dès l'entame de la saison, a su se montrer ambitieuse en profitant notamment de très belles opportunités sur le marché des transferts. On peut notamment avoir par exemple Assa Sissoko qui a été recruté à la suite de la liquidation judiciaire du Mérignac Handball. On peut également citer Manon Gravel qui a passé 10 ans en Ligue Butagaz Énergie, l'équivalent de la première division, avec Dijon. La gardienne Laetitia Saïbou qui nous arrive d'Octeville-sur-Mer en National 1 féminine, et Adèle Semelier, demi-centre qui arrive de Celles-sur-Belle, reléguée administrativement la saison passée des 2 féminines. 4 joueuses qui ont donc assurément permis au collectif lyonnais de passer dans une nouvelle dimension. Et puis oui, tu le disais, Assa Sissoko qui a fait un très bon début de saison en marquant beaucoup. Et donc avec tous ces recrutements, La Roche a eu malgré tout un peu de mal à démarrer. La première victoire à domicile notamment s'est fait pas mal attendre. Tout à fait. Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu s'adapter à ce nouveau championnat. On aurait pu penser en première vue à une saison découverte, mais les Lyonnaises ont malgré tout affiché leurs ambitions. Donc les 3 premiers mois, on l'a dit, ont été compliqués. Mais le déclic, c'est un petit peu ce match à domicile tout de même contre l'équipe de Pessac. Une victoire 33-27, un match très abouti des Rouges et Blanches, et une victoire qui en a ensuite amené d'autres, avec notamment un superbe match contre Nîmes au Parnasse, ainsi que contre Besançon, et ce même si elles ne pourront pas monter en fin de saison, car leur statut voie d'accès au professionnalisme a été retiré à la mi-saison pour des raisons financières. C'est ça, c'était au début du mois, donc le statut VAP, tu le disais, c'est le statut qui permet d'accéder, pourquoi pas, à la première division. On en avait parlé justement, rappelez-vous, avec Joël Soulard, le président du club, le RVHB, c'était lors de son entretien sport. Je vous invite à aller le re-regarder, le réécouter sur tvvendée.fr. Mais par contre, il se disait pas inquiet, pourquoi pas aller chercher la montée la saison prochaine, récupérer ce statut VAP et rassurer sur les finances du club. Et donc, hormis le championnat, là où elle performe plutôt pas mal pour une première saison dans cette division, La Roche s'est fait remarquer surtout en Coupe de France. Tout à fait. Et le format de la Coupe de France de handball au niveau national, il est un peu particulier. Il veut que la compétition, elle commence par une phase de poule, et La Roche-sur-Yon, elle a été placée tout simplement dans la poule A, où elles ont pu y affronter donc Pessac et Bègles, 2 équipes de leur championnat, mais aussi 2 pensionnaires donc de la D1, de la Ligue Butagaz Énergie, à savoir la Stella Saint-Maur et le Havre Athletic Club. Résultat, avec ces 4 équipes, les Lyonnaises, elles finissent invaincues en accrochant la Stella Saint-Maur et en battant nettement le Havre de 7 points, 36-29.
Pas suffisant, certes, pour se qualifier pour les quarts de finale, mais une expérience très importante pour cet effectif dans l'optique potentiellement de jouer la montée la saison prochaine et le haut de tableau de cette deuxième division. Des victoires face à des équipes de première division, mais l'objectif, Joël Soulard l'avait d'ailleurs annoncé dans l'entretien, ça reste de monter. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette fin de saison? Parce qu'elles ne pourront pas monter dans tous les cas. Elles ne pourront pas monter en effet, mais du côté de La Roche Vendée Handball, on espère une place parmi les 4 premières du championnat en fin de saison. Le but évidemment c'est de tout donner pour le titre, et ce même si ça n'aura pas d'incidence sur la montée. Il faut savoir que le format de la D2 féminine, on a donc en fin de saison des playoffs qui mettent en jeu les 4 meilleures équipes avec donc des demi-finales. Avec donc le match aller chez l'équipe la moins bien classée à l'issue de la phase régulière. On a donc le premier du classement de la saison du championnat qui affrontera donc le 4e, alors que les 2e et 3e s'affronteront. Les 2 vainqueurs s'affronteront ensuite en finale du championnat et sont automatiquement promus la saison suivante en Ligue Butagaz Gaz Énergie, alors que les 2 perdants joueront donc un match de classement, tout simplement entre le 3e et le 4e, tout à fait. Sous réserve du statut VAP, dont on parlait tout à l'heure, pour accéder à la première division. Et puis, autre chose dont tu voulais nous parler, au-delà du côté sportif, c'était la vitrine qu'offre cette équipe Fagnon pour le handball vendéen, avec notamment des joueuses formées dans le département. Tout à fait. Plus que le côté sportif, cette équipe de La Roche-sur-Yon Vendée Handball, c'est aussi une magnifique vitrine pour le handball vendéen. Plusieurs joueuses de cet effectif sont formées au sein même du département. On peut notamment penser à Lélia Ouvrard, un élément essentiel cette saison dans cette équipe, qui a été formée au club de Foussay-Perret, qui est ensuite parti dans le club de Pouzauges Vendée Handball. Pareil pour Lilou Coulon qui a commencé à la Verrie avant de partir aux Herbiers, puis à Pouzauges. Bila Penaud également qui s'est révélé aux Herbiers avant un premier passage à La Roche Vendée Handball. Et Kezia Littré, formée chez le voisin Dompierrois, mais qui a intégré le club en 2020. Une équipe qui garde donc une forte identité vendéenne, alors que la formation elle se développe toujours plus, grâce notamment à la section sportive du comité de Vendée de handball, ainsi qu'à l'ouverture de l'académie du club de La Roche-sur-Yon depuis la rentrée 2025. Eh ben merci beaucoup Baptiste pour toutes ces précisions sur le RVHB qu'on va retrouver pas tout de suite. Le prochain match à domicile c'est à la fin du mois de février, donc on a encore un peu de temps avant de les voir rejouer. Et puis toujours en handball, très important chez les hommes cette fois, Pouzauges continue son aventure en Coupe de France après avoir battu 32-29 l'Union Sud-Mayenne, leader de sa poule de National 1, donc une division au-dessus, donc direction le prochain tour pour les Pouzaugés. On va revenir rapidement sur du rugby, on a encore quelques minutes pour parler rugby, on a parlé des objectifs, on a fait un peu le bilan de la saison. Au niveau du club, je me tourne plutôt vers toi Axel, comment ça se passe cette saison au club? On est dans la continuité, la croissance des années précédentes? Oui, c'est exactement ça, toujours en recherche de croissance, et puis ça se vérifie aussi sportivement, mis à part du coup la déconvenue du week-end dernier. Du coup nous on doit s'apporter aussi au club des stratégies différentes aussi pour faire progresser le club du coup dans son ensemble, et du coup notamment sur la partie partenariat et sur tout le reste du club qui permet de se structurer. Et justement, dans un territoire où autour il y a des grands clubs qui sont aussi des porte-drapeaux, que ce soit La Rochelle en top 14, soit Angoulême qui est pas très loin en Pro D2, on peut même parler de Niort qui récemment est monté en national. Est-ce qu'on peut parler d'une émulation autour qui donne aux gens l'envie de s'intéresser au rugby, et notamment au rugby amateur niveau fédéral 2 par exemple? Déjà, premièrement, je pense qu'il y a l'équipe de France. Aussi, exactement, bien sûr, avec le tournoi qui va commencer. Qui fait parler vraiment du sport en lui-même à l'heure actuelle. Et oui, dans la région, il y a des clubs comme le Stade Nantais qui a accédé au niveau national 2 aussi il y a maintenant de ça 1 an et demi. Et Niort aussi qui a accédé en national là. Donc oui, il y a une émulation autour de ce sport à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Et alors, juste une question qui va plus pour faire parler aux novices notamment, sur l'aspect la réserve. L'équipe B, Axel, donc tu entraînes la réserve de cette équipe de La Roche. Et donc, la particularité, contrairement à d'autres sports, c'est que vous affrontez les mêmes équipes que l'équipe première. Exactement, c'est ça. Donc on joue tout le temps en levée de rideau en fait de l'équipe Fagnon à chaque fois. Donc à 13h30 les dimanches la plupart du temps. Du coup on rencontre exactement les mêmes équipes, on suit, on a des déplacements les mêmes jours ensemble tout le temps. Donc oui, on vit vraiment. Il y a un groupe de cinquantaine de joueurs qui part à chaque dimanche. Il y a 44 joueurs à partir, plus le staff de l'équipe première et de la réserve, et puis nos dirigeants. Donc on est ensemble dans un même bus pour faire des déplacements. Et ça crée des passerelles, ça, justement, entre les deux équipes. Ça permet de faire monter des joueurs, d'avoir une vraie formation au sein du club.
Ouais, bien sûr. De toute façon, la formation, c'est notre ADN, hein. C'est ce qu'on recherche. J'entendais au moment de l'académie qui a été montée. Et nous, on a aussi notre centre d'entraînement labellisé qui est au lycée Saint-François d'Assise. On a aussi notre section collège qui est au collège Saint-Louis. Donc, on essaye aussi, nous, de notre côté, de développer un maximum sur la formation parce que c'est là-dessus qu'on veut tendre. Aujourd'hui, on est passé à 520 licenciés au club. Donc, on devient vraiment un club assez important dans la ville, mais aussi rugbystiquement dans la région. Donc voilà, on se construit. Il n'y a pas que l'équipe Fagnon, il y a toute une construction qui est faite par les salariés, dont Axel fait partie, sur le réseau partenariat, mais sur la formation et sur les bénévoles. On a vraiment beaucoup de bénévoles qui sont très impliqués. Donc voilà, on est fiers de ce qu'on peut mettre, on ne le dit pas assez, je pense. On est fiers de notre club, on est fiers de notre école de rugby, on est fiers de nos bénévoles et on aspire à ce qu'on puisse grandir encore pour que justement le rugby soit encore plus implanté à La Roche-sur-Yon. Et des joueurs qui ont été formés au FCY, qui ont évolué au top 14, Pro D2, national, en tout cas au haut niveau. Ça aussi, vous, l'enjeu justement vis-à-vis de ces jeunes joueurs, on ne peut pas les empêcher d'aller voir plus haut s'ils en ont la possibilité. Par contre, justement, être aussi capable d'avoir une équipe attractive, intéressante, qui peut arriver aussi à jouer le haut de tableau. Exactement, c'est exactement ça. Et puis, on a créé aujourd'hui sur le projet Ligue, en fait, c'est un projet avec le Stade Nantais, Saint-Nazaire et nous, sur que nos joueurs, donc de M16 à M18, jouent au meilleur niveau possible du championnat. Donc, ils jouent en Crabo, donc les moins 18 jouent Brive, jouent La Rochelle, jouent tous ces clubs-là. Nous, on a 3 joueurs qui composent cette équipe-là. Donc, on est très contents pour eux et voilà, on veut que nos jeunes puissent performer et puissent aller au meilleur niveau possible, mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a ceux qui ne vont pas performer mais qui auront aussi leur place bien évidemment au sein du club dans tout ce qu'on peut mettre en place. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour la fin de saison ? Nous souhaiter qu'on puisse atteindre nos objectifs sportifs et nos objectifs aussi de construction de club parce que c'est super important, c'est le projet club qui détermine la suite. Eh ben merci beaucoup. On va bientôt terminer cette émission. Juste avant ça, ce week-end, avait lieu un stage de tennis de table handisport organisé par le comité départemental handisport de Vendée. Et on a rencontré là-bas, c'était à Bretignolles-sur-Mer, Franck Guibert, agent de développement au comité. C'est notre entretien sport de la semaine. Écoutez. C'est-à-dire que oui, c'est possible d'intégrer plein de personnes en situation de handicap avec des valides, mais après, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut vraiment que ces personnes elles performent dans le monde du handicap? Est-ce qu'on veut qu'elles performent simplement sur du loisir? Enfin, c'est tout. Quand on a des gens qui ne jouent par exemple au tennis qu'avec des valides, quand ils se retrouvent sur un tournoi qu'avec des handis, le jeu n'est pas tout à fait le même. Et du coup, on se retrouve à avoir des différences. On sera toujours, nous, face, comme je vous le disais, à des petits chiffres. Mais encore une fois, ça me va très très bien. Mais du coup, ça amène des problématiques qu'on n'aurait pas si on n'avait que des valides. Et cet entretien est bien entendu à retrouver sur tvvendée.fr dans son intégralité. Un tour d'horizon des classements pour finir cette émission avec du hockey sur glace. D'abord la D2, victoire 6-3 à Courbevoie pour le Haugly. Une victoire qui fait du bien aux Lyonnais après leurs 2 défaites consécutives. Ils restent, vous le voyez, 2e au classement. Un mot rapide aussi de roller hockey, la défaite des Ducks 4-1 à Saint-Médard et ils restent 4e, donc vous le voyez, de leur poule. Et puis enfin un mot de volley, les Landes Génusson se sont inclinés 3-2 à domicile contre Chambray, le 2e du classement. Elles avaient déjà affronté les premières la semaine dernière et elles restent 6e au classement. Et puis un petit mot pour les Lyonnaises qui se sont inclinées 3-0 à Laval et restent 10e dans cette poule F de National 3. C'est la fin de cette émission. Merci à tous, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Ça va? Ça s'est bien passé? Parfaitement. L'émission est évidemment à retrouver en replay sur notre site internet tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission, Jeff, Marion et Olivier en régie. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.